grand film de l'histoire du cinéma. Non, c'est pas une blague, c'est sincère, c'est authentique. Vous allez voir le cuirassé Potemkin des années de la fin du siècle. Je suis un petit peu stressé parce que c'est un film pour moi qui représente beaucoup. Ça a été un film qui a été un tel choc lors de sa découverte que le festival m'a accordé exceptionnellement une présentation relativement courte d'une petite heure. Donc, je vais commencer. Non, je réfléchis depuis longtemps. Comment dépeindre un orgasme? Comment expliquer à quelqu'un ce qu'est un orgasme? Vous montrez un film porno, on ne va pas comprendre, on ne va pas comprendre plus. Par contre, vous montrez à toute épreuve et vous aurez tout dans ce film. Vous avez l'intensité, vous avez la tension, vous avez l'aspect, on a le souffle coupé, un petit côté légèrement douloureux et il y a surtout la sensation à la fin du film d'être, mon Dieu, mais que ce que c'était beau. Et c'est la plus belle métaphore cinématographique pour un orgasme qui puisse exister à toute épreuve. C'est le tout dernier film que John Woo a réalisé à Hong Kong avant de partir pour Hollywood. Alors il savait très bien depuis un petit moment qu'il n'allait pas continuer sa carrière là-bas pour plusieurs raisons. Un, il y avait la rétrocession, donc le retour de Hong Kong à la Chine. Et deux, ses enfants étaient nés aux États-Unis et c'était aussi en particulier un petit peu plus facile pour poursuivre sa vie. Et après quelques énormes succès, notamment le Syndicat du crime 1 et 2 qui ouvre les portes de plein de producteurs, le The Killer qui a été projeté il y a quelques jours aussi, qui est son film le plus personnel et qui est considéré comme étant le film parfait. John Woo a les mains totalement libres, il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et son idée, c'est qu'il veut quitter Hong Kong avec un boom. Et c'est plus qu'un boom, c'est le Big Bang qui va s'offrir avant de partir pour Hollywood. Le film est tourné en 4 mois. Alors il faut savoir qu'au début des années 90, à Hong Kong, la durée moyenne d'un tournage, c'était entre 5 jours et 3 semaines. Lui, il est sur 4 mois. C'est quelque chose qui ne se fait absolument pas. Et il part sur le tournage. Le tournage est quelque chose de très organique avec lui, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas en plein tournage. S'il a des nouvelles opportunités, s'il a des nouvelles idées, s'il rencontre une personne qui hésite tout d'un coup, tiens, elle serait bien utilisée dans le film, il va le faire. C'est-à-dire, il a un scénario qui n'est pas totalement complet et il va tourner au fur et à mesure durant les 4 mois qu'on durait le tournage. Juste pour que la scène d'ouverture qui se passe dans un salon de thé, par exemple, n'est pas du tout planifiée, elle n'existe pas à la base. Et les techniciens du film vont lui dire il y a un salon de thé qui va être détruit, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Ils ont fait quelque chose, ils ont profité pour le détruire totalement avant qu'il soit détruit pour de vrai. Et c'est voilà, le genre d'expérimentation qui se permet. Il y a un personnage que vous allez voir dans le film qui s'appelle Mad Dog, qui est joué par un acteur cascadeur un petit peu mythique à Hong Kong qui s'appelle Philip Walk. C'était l'un des Five Venoms pour ceux qui aiment la période Shaw Brothers, que Christophe Gans a utilisé aussi après dans le pack des loups comme chorégraphe martial. Et à la base, Philip Walk, il le connaissait notamment un petit peu de la période où il avait travaillé à la Shaw Brothers, mais il ne comptait pas lui donner un rôle particulier. Et il le voit sur une scène d'action en tant que cascadeur, il se dit ah oui, il a une vraie tronche, il a vraiment quelque chose. Et il écrit sur le champ le rôle de Mad Dog, qui va donner un personnage assez important dans le film. Dans les méchants, il y en a un autre aussi que vous devez connaître, qui est Anthony Wong, Dr. Lamb. Oui, ah bon, quand même, vous me faites peur là. Donc je crois que le film avait été diffusé il y a quelques années. Anthony Wong, c'est marrant parce que je l'avais rencontré, donc vous allez voir, c'est un des méchants du film. Je l'avais rencontré il y a quelques années et lui, il ne gardait pas des bons souvenirs de son tournage avec John Woo. Bon, c'est quelqu'un qui est assez dur aussi, Anthony Wong, et il disait ouais, John Woo, il en a pour les premiers rôles, les seconds rôles, il n'avait rien à lui dire, donc il était un petit peu frustré d'avoir été relégué au second plan. Mais c'est un second rôle dans le film. Et les rôles principaux, c'est Chow Yun-fat, qui est éblouissant, qui est l'alter ego vraiment de John Woo. Il racontait ça dans une interview, il trouvait en fait en Chow Yun-fat à la fois des aspects d'Humphrey Bogart, de Steve McQueen, de Ken Takakura, le célèbre acteur japonais, et de Clint Eastwood. Ça fait beaucoup pour un seul
acteur, mais quand vous le voyez à l'écran, c'est vrai que Chow Yun-fat, c'est un acteur qui a été longtemps méconnu en Occident, qui a été aussi souvent mésestimé, parce qu'il faut reconnaître que la critique occidentale et les amateurs ont tout le temps eu tendance à regarder un petit peu avec dédain les acteurs chinois ou japonais qui s'illustraient surtout dans des films de genre. Voyez-le à l'écran, il est éblouissant, il est incroyable. Et l'autre grand acteur qu'il y a dans le film, c'est Tony Leung Chiu-wei, qui est lui aussi éblouissant. Je suis désolé, il n'y a que des. Je suis dithyrambique sur ce film, mais tout est tellement parfait dans ce film qu'on ne peut qu'applaudir non-stop du début jusqu'à la fin. Je vous parle, alors je ne vais pas vous spoiler la fin, juste, je vous en parlerai après si vous voulez. La fin, il avait déjà sa fin en tête, qu'il a changé en cours de route. Donc je ne vais pas vous dire ça, mais on en parlera après si vous voulez. Terence Chang, qui est le producteur, a quand même un petit peu atténué ou tempéré les envies de John Woo. John Woo était parti pour faire un film qui était très nihiliste, très noir, qui était un petit peu représentatif de l'époque. Je finirai un petit peu sur ça. En 92, on est à 5 ans de la rétrocession. Donc la rétrocession, c'est le moment où Hong Kong est revenu à la Chine. Et c'est un moment de très grande tension à Hong Kong. Pour différentes raisons, parce que le compte à rebours a démarré, et surtout qu'en 89, il y a eu le massacre de Tiananmen. Et que les habitants de Hong Kong se rendent compte que dans 5 ans, ils vont se retrouver avec le gouvernement qui a massacré plusieurs milliers d'étudiants chinois. Ils vont dépendre d'eux. Ça crée pas mal de tensions sur place. Ça crée des tensions au niveau des triades, des mafias, qui ne savent pas trop à quelle sauce ils vont être mangés après par le gouvernement de Pékin. Donc ils commencent à investir massivement dans le cinéma hongkongais. Il y a des histoires assez dingues de kidnapping d'actrices qui refusent de jouer dans tel film produit par les triades, des histoires de tabassage d'acteurs. Pour la population même, c'est un moment où ceux qui peuvent se permettre partent. Le Canada, les États-Unis, l'Australie ou l'Angleterre, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens de partir, qui sont obligés d'attendre. Et il y a un climat qui est vraiment tendu. Et John Woo, la rétrocession, c'est quelque chose dont il parle dans son cinéma depuis la fin des années 70. Déjà, quand il faisait des comédies, notamment un film qui s'appelait Plane to the Rescue, il avait fait une métaphore un petit peu de ce sentiment d'être coincé face à une situation historique face à laquelle les habitants ne pouvaient rien faire. Dans ce film, il y avait des différents personnages qui se retrouvent coincés dans un tunnel. Pour lui, c'était une métaphore de la rétrocession. Et à partir de là, tous ces films suivants n'ont pas arrêté d'aborder ce thème-là. Alors, rarement directement, parce que c'était un thème qui était trop touchy pour le gouvernement local, qui avait tendance quand même à être très rapide au niveau de la censure. On ne parlait pas de la Chine populaire, on ne parlait pas de la rétrocession directement dans le cinéma hongkongais. Et on en parlait comment? En faisant des métaphores, notamment en parlant du Vietnam. Par exemple, c'est ce qu'il a fait avec Une balle dans la tête. Ou en tournant un film comme À toute épreuve. Et vous allez voir toute la dernière partie qui dure 40 minutes, qui sont. Là, j'ai même plus de mots. Enfin, j'ai essayé de trouver dans le dictionnaire des synonymes, à force éblouissant, machin et tout ça, je crois que j'ai fait le tour. Les 40 minutes, dernières minutes sont hallucinantes. Mais c'est pas ce qui est intéressant de ce film, c'est que c'est pas seulement vous en prenez plein visage, c'est aussi que John Woo en dit beaucoup sur la société. C'est un espèce de combat ultime pour la survie des Hongkongais à la fin. Qui va gagner? Est-ce que le bien? Est-ce que c'est le mal? Sans dire directement qui est le mal, mais le danger potentiel, on le connaît. Et John Woo voulait faire un film encore plus extrême à ce niveau-là, et notamment le personnage qui est joué par Tony Leung dans le film, qui est je ne dis pas plus, mais il devait être quelqu'un de très sournois qui, notamment, passait son temps à tuer des bébés. Et là, Terence Chang, le producteur, il a dit non, ton film, en termes de violence, il va quand même déjà très loin, il est quand même très sombre. Là, on va stopper un petit peu. Donc, il a accepté, donc il a atténué un petit peu certaines de ses pulsions dessus. Ce qui n'empêche pas son film d'être d'une intensité incroyable. Il va vous saisir par la gorge dès le début, il va vous secouer comme ça, il va vous relâcher un petit peu pour que vous repreniez votre souffle. Il va vous ressaisir, il va vous secouer une nouvelle fois, vous relâchez une troisième fois pour dire que vous êtes encore là, et à la fin, il ne va plus vous lâcher jusqu'à ce que vous soyez plus capable de respirer. Il n'y a jamais eu de film comme ça auparavant. Il n'y en a jamais eu depuis, et je peux vous certifier qu'il n'y en aura jamais, parce qu'ils sont le fruit d'une époque, d'une façon de tourner, d'une façon de faire le cinéma qui ne sont plus possibles actuellement, que ce soit à Hong Kong ou que ce soit ailleurs.
les prises de risques, les envies, vous verrez le montage. Le montage est éblouissant. C'est une époque, au début des années 90, où à Hong Kong, on est au sommet du travail de montage. La scène d'ouverture dans le salon de thé, où je vais vous dire juste, je ne vais pas vous spoiler, mais on ne boit pas beaucoup de thé, elle est incroyable. Je l'ai vue des dizaines de fois, et j'ai toujours des difficultés encore à saisir tout ce qui se passe dedans. Je vais arrêter parce que sinon je pourrais continuer encore très longtemps. Peut-être juste, combien parmi vous ont déjà vu le film? Combien l'ont vu sur grand écran? Vous allez voir, ça change tout. Moi, j'ai vu qu'une seule fois sur grand écran, c'est comme ça que je l'ai découvert à l'époque, juste une petite anecdote. On dit que le cinéma n'est pas dangereux, que ça ne peut pas amener quelqu'un à tuer, je vous jure. En sortant du film, on m'aurait donné des armes à feu. Vraiment, ce film m'avait chamboulé la tête. Il m'a rendu complètement fou. J'espère qu'il n'y a pas d'armes à feu ici, parce que... Mais c'est le film que tout le monde a essayé de copier après les Tarantino, les Rodriguez, et John Wick et tout ça. Ils sont à des années-lumière de ce que John Woo a été capable de faire. Alors, j'espère que je ne vous le survends pas trop, mais parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont arriver après, je me dis, ouais, bof, c'est un peu moyen. Ne venez pas me dire ça à moi. Parce que ça, je ne pourrais pas m'encaisser. Et surtout, si vous trouvez que le film est moyen, ouais, bof, c'est que vous n'aimez pas le cinéma. Et c'est que, vous savez pas vos places ici, qu'est-ce que vous faites dans ça? Je vous souhaite une excellente projection. Comment savourer ça? Parce que, à nouveau, on ne le dira jamais assez. Tous ces films ont été pensés pour le cinéma, mais encore plus un film comme La Petite Épreuve. Et là, pouvoir le voir sur grand écran, c'est un moment que j'attends depuis la première fois que je l'ai vu. Je l'ai revu des dizaines de fois en vidéo, mais pouvoir le revoir sur grand écran, c'est comme retour d'amour pour la première fois. Je suis très projection. Merci.